cadre est bon? Non? Bonjour tout le monde, c'est Kelly, j'espère que ça va. Moi écoutez, ça va très bien. Bonjour. On se retrouve pour notre toute première vidéo Facecam qui, en y réfléchissant, aurait dû être la première vidéo de cette chaîne puisque les deux premières tournent autour de la lecture alors que ma passion première dans la vie c'est l'écriture. Quelle meilleure vidéo pour me présenter sous ma casquette d'autrice que l'auteur Origin Tag que vous avez déjà dû voir passer un petit peu partout sur le booktube. J'ai récolté toutes les questions donc on va y répondre ensemble. Première question, quand et pourquoi as-tu commencé à écrire? Dans quel genre? Je me suis rendu compte que j'avais pas trop de souvenirs de quand est-ce que j'avais commencé. J'ai l'impression que j'ai toujours plus ou moins écrit. J'ai un professeur à l'université qui disait souvent dans la vie il y a ceux qui aiment écouter des histoires et ceux qui aiment les raconter. J'ai toujours fait partie de la deuxième catégorie mais je pense en fait que ça ne passe pas seulement par l'écrit. J'ai toujours inventé des histoires même avant de savoir écrire. Dans les jeux que je faisais c'était vachement d'aventures que je créais ou même dans ma tête j'ai eu des très grosses périodes de rêves compulsifs, ça on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Ma passion pour le théâtre, pour le cinéma, pour le fait d'incarner des personnages, c'était aussi une autre forme de raconter des histoires et c'était un petit peu les prémices aussi du collège où là j'ai vraiment pris conscience du processus d'écriture. Pour ce qui sont des genres, j'étais littéralement obsédée par le fait de me projeter dans un autre monde, donc fantasy à 2000%, et pourtant les deux premiers romans que j'ai achevés c'était des contemporains. Mais avant ça, il y a eu énormément de tentatives de fantasy, de fantastique, etc. Et aujourd'hui, je suis de retour avec une fantasy avec Emery Derebos, comme quoi je pense qu'on revient toujours aux sources. Deuxième question, comment était ton premier personnage principal? Comment tes goûts ont-ils évolué depuis? Alors, du coup, comme je vous l'ai mentionné juste avant, les premières histoires que j'ai écrites, c'était vraiment des tout petits bouts et je ne m'en souviens pas très bien. Donc, je suis obligée de mentionner ma fanfiction qui est officiellement le premier roman que j'ai terminé. Pour vous remettre dans le contexte, j'étais en 6ème, donc j'avais quoi, 10-11 ans. Et j'ai écrit une fanfiction, malheureusement je ne peux pas vous en parler énormément parce que cette fanfiction est toujours disponible sur Wattpad. Je n'arrive pas à trouver ni le mot de passe ni l'adresse mail de mon compte. Donc je ne peux pas supprimer cette histoire de Wattpad. Et c'est extrêmement gênant pour moi. Parce qu'en plus, il y a mon nom sur la couverture. Là, ça fait beaucoup d'indices. Je ne peux pas vous dire de quoi ça parlait exactement. Mais mon personnage principal, c'était moi. Littéralement, c'était moi. Même qualité physique, même prénom, c'était moi. J'ai honte. Wattpad, ça fait 4 ans que j'essaye de vous contacter. Au bout d'un moment, libérez-moi de ce poids, libérez-moi! Pour en revenir à comment est-ce que mes goûts en tant que protagoniste ont évolué, eh bien en fait, étonnamment, pas tant que ça, parce que j'ai réalisé récemment que Emery, ma protagoniste actuelle, me ressemblait énormément. Alors d'une façon beaucoup plus subtile et beaucoup plus complexe que Kelly de ma fanfiction. Et si on parle des personnages de façon générale, c'est honnêtement un des points forts de mes écrits. J'arrive très bien à les cerner, à les varier, à leur donner une utilité et à leur donner une voix. Aujourd'hui, je trouve ça essentiel. Pour moi, c'est vraiment la base d'une histoire. Une histoire repose sur ses personnages et il faut taffer ces personnages, même secondaires. Troisième question, j'espère que vous suivez toujours. Quel est le pire conseil ou commentaire que tu aies reçu? À quoi ressemblait ton premier échec ou ta première perte de confiance? Oh my goodness, I love this question! Il n'y a pas de mauvais conseils d'écriture, il y a des conseils distribués à la mauvaise personne. Si ces conseils existent, c'est qu'ils ont fonctionné pour quelqu'un. Et c'est à vous, en tant que débutant surtout, de tester ces conseils. En fait, vous n'avez rien à perdre à tester les conseils et si ça marche pas pour vous, vous passez à autre chose. Même si vous commencez en vous lançant à l'aveugle, sans plan, dans un premier jet et que ça fonctionne pour vous, j'ai envie de dire, c'est cool, mais vous avez jamais testé de travailler avec un plan. Testez aussi avec un plan. Peut-être que ça marchera pas, et dans ce cas, retourner à une écriture plus intuitive, et peut-être qu'en fait, ce sera même encore mieux que l'écriture intuitive. Ce qui est important, c'est de s'écouter et de ne pas forcer sa nature. Si la planification, ça marche pas pour vous, ne vous entêtez pas dans une planification parce que votre auteur préféré vous a dit que lui, ça fonctionnait avec des plans. Vous n'êtes pas les autres. Et personnellement, je n'ai jamais reçu de mauvais conseils d'écriture, tout simplement parce que je ne me suis jamais bornée à un conseil. Si ça marche pas, tant pis,
c'était une expérience, c'est tout. Et c'est vraiment ça, les conseils d'écriture, ce sont des expériences. Pour ce qui est des mauvais commentaires, honnêtement, je ne partage mes textes pour l'instant qu'avec des personnes de confiance. Personne de confiance ne veut pas dire personne malhonnête qui vous brosse dans les sens du poil. Évidemment que j'ai reçu des commentaires négatifs constructifs qui ne sont pas du tout à mettre dans le même panier que les mauvais commentaires. Les commentaires négatifs, constructifs, ce sont vraiment des bénédictions. Et c'est de là que vous devez tirer votre enseignement. Honnêtement, je n'ai jamais autant appris que depuis que j'ai reçu des commentaires négatifs constructifs. Comme le dit Morgane dans l'As de cœur, tu ne peux qu'échouer si tu penses que les autres n'ont rien à t'apprendre. C'est mon mantra, j'adore cette phrase, je la trouve tellement pertinente. Apprenez des autres. Pour ce qui est de mon premier échec, rangez vos popcorn, en fait, je vais vous décevoir parce que je ne considère pas à ce stade de ma carrière d'avoir déjà vécu un échec, ce serait vraiment triste. J'ai beaucoup de mal avec le concept d'échec parce que pour moi, l'échec, c'est vraiment quelque chose qui limite te pousserait à vouloir arrêter d'écrire et c'est quelque chose qui, je touche du bois, je pense ne m'arrivera jamais. À la rigueur, tu as peut-être des déceptions, ce qui ne m'est pas encore arrivé, des remises en question, pourquoi pas. Mais échec, je trouve ça fort et non, du coup, j'ai pas grand chose à dire dessus. Quatrième question, quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande force? Je considère que mon gros point fort dans l'écriture, c'est ma lucidité, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de recul sur mes textes et j'ai aussi une facilité à prendre en compte les conseils et les règles d'écriture et aussi à appliquer les retours qu'on me fait pour ne plus faire les erreurs et améliorer mes textes. Donc je pense que c'est vraiment mon gros point fort. J'en parlais dans ma première vidéo par rapport à Siespaka, mais j'ai vraiment une faculté de mimétisme qui me permet d'apprendre et de m'améliorer par rapport aux autres, par rapport à ce que je vois des autres et par rapport aussi à ce que du coup je détecte de mes faiblesses. Et d'ailleurs, cinquième question, quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande faiblesse? Comme je vous l'ai dit juste avant, mes faiblesses en termes de technique sont très vite repérées et très vite réglées, ou en tout cas j'en ai conscience et donc je travaille dessus, donc je considère pas que c'est vraiment des faiblesses. Évidemment, je suis passée par toutes les erreurs des auteurs débutants et c'est reparti. Mon fils. Je suis déjà perdue dans ce que je disais. Monsieur Jack a pointé du doigt une des deux qualités qui me font défaut en écriture, qui est la concentration et l'efficacité. Je travaille dessus. Je travaille dessus, mais c'est quelque chose pour moi qui est beaucoup plus dur à régler que quelque chose de factuel comme une faiblesse technique. Là, c'est de l'ordre de la personnalité, quoi. Donc je travaille dessus, mais c'est mon némésis. Sixième question, quelles forces ou faiblesses ont évolué au fil des années? Qu'as-tu fait pour améliorer ton travail? Je pense que pour le coup, les images parlent mieux que les mots. Voici un extrait. Est-ce que je vous mets un extrait? On va peut-être utiliser les mots finalement. J'ai été passionnée par le théâtre et je pense que mon écriture a beaucoup été influencée par les textes de théâtre que je lisais. Et donc mes dialogues ressemblaient à un texte de théâtre avec le nom du personnage, 2 points. Dans l'Astérix, il y avait par exemple en train de sourire, en rigolant. Oh, c'est terrible. Mais en même temps, c'est tellement normal, c'est le début, je connaissais rien, ou enfin ce que je connaissais c'était les pièces de théâtre. Et j'ai envie de dire, cette question elle est un petit peu bête parce que qu'est-ce qui a changé? Mais tout, le fond de mes histoires, la forme de mes histoires. Et qu'est-ce qui a fait que ça a évolué? Bah, la pratique, l'expérience, les encouragements, les critiques. Donc évidemment ça n'a plus rien à voir et heureusement, et je pense que mes écrits d'aujourd'hui n'auront rien à voir dans 10 ans, même si bon la marge d'erreur n'est pas aussi grande je pense. Aussi, je ne me suis jamais améliorée que depuis le jour où je me suis confrontée à la critique et à la franchise de bêta lectrice et aussi depuis le jour où je bêta-lis moi-même d'autres livres. La critique, bah forcément, c'est des retours directs sur son texte, donc ça aide à s'améliorer. Mais le fait de bêta-lire des gens aussi, ça permet de voir les erreurs que toi tu ne veux pas faire et auxquelles tu feras attention dans ton propre texte. Mais aussi, ça te permet de te libérer sur certains sujets. Je vais vous prendre mon exemple. J'ai énormément de mal avec les répétitions dans mon texte et parfois je vais utiliser des synonymes qui sont juste trop lourds. Et il y a quelques temps, j'ai bêta-lu une amie et en fait, il y avait des répétitions. Et quand j'ai lu dans son texte, je me suis dit, mais oui, en fait, pourquoi je m'embête à utiliser, en plus, certaines fois, j'utilise des caractéristiques physiques pour appeler mes personnages, alors que je déteste ça, genre la rouquine, la brune, j'aime pas, je déteste. Et j'osais pas mettre le prénom plusieurs fois, alors qu'on s'en fout. Genre vraiment, ça n'alourdit pas du tout le texte. Et de façon générale, qu'est-ce qui m'a aidée? Ben, c'est de m'entourer des gens du milieu, notamment mes machines si vous passez par là. Ça a amélioré mes écrits, ça a amélioré la fréquence d'écriture aussi que j'avais. Ça a été tellement bénéfique. Entourez-vous de gens qui écrivent. La seule chose qui n'a pas changé, au final,
c'est ma passion pour l'écriture qui est restée la même et que j'ai travaillé. C'est tout. Ensuite, questions 7 et 8. Quel programme as-tu utilisé le long de ton parcours? Quel est ton compagnon préféré durant l'écriture? Donc là, j'ai rassemblé les deux questions pour vous faire un petit résumé d'une séance d'écriture dans ma peau. Vous allez voir, je suis boring as fuck. Grosso modo, c'est toujours la même chose. It's me, myself and I. Pas de musique, rien ni personne pour me déranger pour une raison précédemment citée. Ma concentration de merde. Donc, une séance solo. Avant de commencer à écrire, je me prépare un thé. La plupart du temps framboise ou vanille de la marque Twinning, si vous voulez tout savoir. Ensuite, j'allume mon ordinateur, j'ouvre Synonymo parce que je suis une fanatique du mot juste, j'ouvre Google Définition parce que je suis une fanatique du mot juste, et ensuite j'ouvre mon document LibreOffice que j'enregistre à peu près toutes les 10 secondes et que je m'envoie par mail à la fin de ma séance. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir, je vous l'ai dit. Boring. Bon, on est à la question combien là? La 9e, non? Quand as-tu commencé l'écriture? Quel niveau de succès pensais-tu avoir? Comment ton rêve a-t-il évolué au fil des ans? Bon, déjà, comment vous dire qu'avec une fanfiction entre moi et vous ne saurez toujours pas qui, j'avais absolument aucune ambition dans l'écriture, hein, je faisais ça par loisir. D'ailleurs, je postais sur Wattpad parce que c'était un petit peu la norme à l'époque, mais je pense pas que j'avais vraiment conscience que des gens lisaient mon histoire. Enfin, je me souviens plus trop, mais voilà, c'était pas du tout dans un but d'être lu. Aujourd'hui, les choses ont bien changé parce que pour le coup, j'ai énormément d'ambition dans l'écriture, hein, je le cache pas du tout. D'ailleurs, c'est à cause de mon ambition que je me suis mise aux réseaux sociaux. Si je pouvais vivre sans téléphone, recluse dans ma campagne à écrire toute la journée, je le ferais. J'ai dû m'adapter au marché du livre et aujourd'hui, on va pas se mentir, si on n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile de se faire publier, donc je m'adapte. Question très intéressante et la 10e de cette vidéo. Quels auteurs t'ont aidé à réaliser ta passion pour l'écriture? Quels livres t'ont aidé à façonner ton style d'écriture, ton genre de prédilection ou tes goûts? Ben en fait, étrangement, j'étais pas une très grande lectrice. Alors, contrairement à d'autres enfants, si c'est certain que je lisais quand même pas mal, mais c'est plutôt l'écriture qui m'a emmenée vers la lecture. Par contre, il y a deux personnes qui m'ont beaucoup encouragée à creuser un petit peu cette passion de l'écriture. C'est d'abord mon professeur de français du collège et ensuite ma professeure de français et de théâtre du lycée. C'est deux personnes dans deux périodes de ma vie très différentes qui étaient beaucoup impliquées, qui m'encourageaient à écrire, qui m'incitaient à me surpasser dans l'écriture et qui m'en parlaient beaucoup, qui avaient vraiment foi en moi. Pour répondre à la deuxième partie de la question autour de mes inspirations qui pour le coup sont apparues au fur et à mesure des ans. D'abord il y a 3 ou 4 ans, j'ai découvert la plume de C.S. Paca grâce à Prince Captif. Et ça a vraiment modifié ma vision de l'écriture, de ce qu'on pouvait faire d'une intrigue, de ce qu'on pouvait faire des personnages. Et c'était juste parfait. C'est elle qui m'a filé sa maladie du mot juste. Franchement, quand vous lisez un roman de C.S. Paca, chaque mot est à sa place. Chaque mot est pesé d'une certaine façon pour te faire ressentir tel ou tel sentiment. Et elle joue avec les subtilités de la langue de façon totalement magistrale. Je pense que vous voyez ce que je veux dire si vous avez déjà lu un de ses romans. Malheureusement, Prince Captif, c'est pas un roman que je conseille souvent parce que le contenu fait qu'il n'est pas très accessible. Mais en tout cas, sa plume est exceptionnelle. Et c'est vraiment un modèle pour moi. Récemment aussi, j'ai découvert, 10 ans après tout le monde, La Passe Miroir de Christelle Dabos. J'ai lu que le premier tome pour l'instant, mais je compte dévorer toute la saga. Et autant si on peut débattre sur le fond, moi personnellement j'ai adoré l'intrigue, mais par contre la forme est exceptionnelle. Elle a une plume immersive. Elle a une plume qui renferme vraiment un monde et je trouve que c'est d'une justesse narrative qu'on ne peut qu'envier. La façon qu'elle a, rien que dans l'introduction, de décrire cette maison comme une entité vivante, c'est juste et c'est si beau dans l'univers qu'elle a créé. C'est tellement inspirant, je trouve, pour un auteur de lire ce genre d'œuvre. Donc ouais, Christelle Dabos. Et pour clôturer cette question, même si je suis un petit peu sortie des clous, hein, vous l'aurez remarqué, mais je pense que c'est important aussi dans mes inspirations de parler de ma passion du cinéma parce que je pense qu'elle influence vachement la façon dont je raconte mes histoires, notamment dans la dynamique de mon récit, dans l'ambiance visuelle que j'essaye d'instaurer. Il y a quelque chose de très filmique. Je sais que mes bêta-lectrices me le disent souvent, de très ghibliesque aussi. C'est un studio qui fait vachement partie de moi, auquel je pense très souvent, comme certaines œuvres comme SNK, qui pour moi est la perfection scénaristique ultime.
au même titre que les légendaires, mine de rien, qui me suivent depuis la primaire. Et je pense que certaines dynamiques, certaines inspirations viennent de là, même inconsciemment. Pareil pour les cités d'or. C'est beaucoup de dessins animés, vous aurez remarqué. Mais c'est vrai que, ouais, si, les films aussi énormément. 11e question. Comment la comparaison entre ton parcours d'auteur et celui des autres a-t-il démantelé ou aidé le tien? Un conseil pour surmonter cela. Oh là là, oui, question très importante. Alors c'est simple. Enfin non, c'est pas simple d'ailleurs. Je ne me compare absolument jamais. Pour la simple et bonne raison que je me fiche de savoir si je suis en dessous ou au-dessus du niveau de un tel, une telle. Et d'ailleurs, je suis forcément en dessous ou au-dessus de quelqu'un. Le niveau que je veux obtenir, il est entre moi et moi. Et il n'y a que le travail et la discipline qui me permettront d'atteindre cet objectif. Pas la comparaison. En fait, la comparaison, qu'est-ce que c'est? Quand on y réfléchit, c'est de l'impatience. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est constamment confronté à la réussite des autres et forcément, on est humain, c'est normal, ça crée de l'envie. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que vous ne connaissez pas la personne qui a réussi et pas vous. Si ça se trouve, cette personne, elle a travaillé 5 fois, 10 fois, 15 fois plus dur que vous pour arriver là où elle en est aujourd'hui. Soyez pas envieux de cette personne. Servez-vous de la réussite de cette personne comme motivation pour travailler autant qu'elle a potentiellement travaillé. Vous ne savez pas à quel point elle a travaillé. Et il y a un exemple que je trouve très pertinent dans cette situation. Pierre Ninet, pendant une interview, on lui demande ça fait 2-3 ans qu'on vous voit vraiment partout du jour au lendemain, comment est-ce que vous avez fait? Et Pierre Ninet répond, mais gars, ça fait 15 ans moi que je fais du théâtre et que personne ne me connaît. Là vous voyez que le côté brillant de la médaille, mais moi j'en ai chié pour arriver là où j'en suis. Si je peux vous dire une dernière chose avant de passer à la suite, je pense vraiment que cette question elle est hyper importante parce que tout le monde passe par là, par cette comparaison qui peut être malsaine. Ce qu'il faut retenir, c'est que chacun a son timing. Christopher Paolini, celui qui a écrit la saga Eragon, il a publié à 19 ans. Génial pour lui. Et à côté, on a un George Martin qui a connu le succès avec Game of Thrones à 48 ans. Leur timing était différent, mais leur succès a été le même. Un bon livre, c'est un bon livre. Que tu mettes 1 an à l'écrire ou 10 ans à l'écrire, le produit final est un bon livre. Et si tu te dis... punaise, oui, mais j'ai 30 ans, je suis vraiment en retard. Mais en retard par rapport à quoi? Par rapport à qui? T'as 30 ans, t'es 20 ans en avance sur le succès de George Martin. T'as 30 ans, ok, peut-être que t'es en retard sur un gamin qui aurait publié son livre à 15 ans mais qui a jamais connu le succès. En fait, ça ne veut rien dire. Ça ne veut vraiment rien dire. Se comparer, c'est un passage obligé et en même temps, il faut se dire que c'est tellement... inutile, juste inutile. Question numéro 12. En repensant à tes premiers projets, quel genre as-tu appris à aimer et à détester écrire? Je suis pas sûre d'avoir écrit suffisamment de projets pour avoir du recul sur la question. Ça va être un petit peu bateau, mais tant que j'ai préparé le projet en amont et que les thèmes résonnent avec ce que je ressens, avec ce que j'ai envie de dire, je pense que après le genre c'est un travail en amont, des recherches. Et je pense que je peux apprécier à peu près tous les genres et je pourrais aimer écrire à peu près n'importe quel genre, même si j'ai des préférences et j'ai beaucoup plus d'affinité avec les genres de l'imaginaire, la science-fiction, la fantasy, le fantastique, la dystopie, etc. C'est des genres qui résonnent beaucoup plus en moi et avec lesquels j'ai plus de facilité à parler de beaucoup plus de sujets et à me livrer beaucoup plus qu'avec du contemporain par exemple. Mais ça m'intéresserait d'écrire du contemporain. Je crois qu'il n'y a aucun genre que je déteste. Non, aucun. Ni aucun que j'ai appris à aimer parce qu'en fait j'ai jamais eu d'a priori sur des genres. C'est vrai que j'ai toujours lu à peu près de tout. En tout cas, j'ai pas un genre qui me vient en tête que je déteste ou que j'aime ou que j'ai appris à aimer ou appris à détester. Donc, question suivante et je vous annonce l'avant-dernière. Quelles sont les excuses les plus courantes que tu te donnes à toi-même ou les forces extérieures que tu as surmontées qui t'empêchent ou t'ont empêché d'écrire ou détruisent ta confiance? Ça fait beaucoup de questions en une, on va essayer d'aller assez vite sur celle-ci. Les excuses, pour moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire que même si j'ai parfois des problèmes de concentration, si j'ai décidé que ma séance devait durer 1 heure, elle durera 1 heure. Et si je dois écrire 3 mots en 1 heure, c'est pas grave, je ne me laisse pas déconcentrer, je reste focus, j'ai un objectif à atteindre. Et cet objectif c'est écrire mon livre pour le publier. Je sais que je n'y arriverai pas si je ne me discipline pas. La discipline c'est super important. Il y a un moment pour la vraie vie, il y a un moment pour écrire. C'est bête à dire parce que voilà on dit discipline mais ça s'apprend. C'est comme tout. Si vous imposez 4 heures d'écriture à votre cerveau tous les jours, peut-être que c'est normal s'il pète un plomb et que la discipline ne suit pas. Fixez-vous un objectif que vous pouvez atteindre et tenez-vous-y. Dernière question. Quand tu as commencé
As-tu pensé... Non, on va pas faire ça comme ça. Quand tu as commencé, as-tu pensé à utiliser un nom de plume? Si tu utilises un nom de plume actuellement, pourquoi en avoir un? Sinon, pourquoi as-tu pris ton vrai nom? Vrai sujet. Pour ce qui est de l'époque, vous l'avez compris, sur Wattpad, sur la couverture, il y a mon vrai nom. Heureusement, le pseudo, ce n'est pas mon vrai nom. Mais j'avais aucun souci du coup à montrer mon identité. Enfin, comme je vous l'ai dit, j'avais même pas l'impression d'être lue. Enfin, j'avais vraiment une distance avec ça. C'est vrai que c'est pas une question qui s'est posée à moi. Enfin, j'ai jamais caché que j'écrivais. Donc dans tous les cas, j'avais pas un nom de plume pour me cacher. Et quelque chose que je voulais absolument garder, c'est mon nom de famille, donc Cholet. Pour la simple et bonne raison que dans ma famille, on n'est que des petites filles et que je trouve ça important, le devoir de mémoire. Cholet, c'est moi. Même si un jour je me marie, je change de nom, etc. Cholet, c'est quand même qui je suis. Mes œuvres porteront toujours ce nom, ça c'est clair et net. Après voilà, je me suis posé la question d'un nom de plume entre guillemets, ou en tout cas d'un pseudonyme, parce que je m'appelle Kelly, et vous voyez comment ça s'écrit. Et c'est très chiant parce que ce n'est pas Kaylee, et que tout le monde confond, à juste titre. On a l'impression que je suis américaine, on ne sait pas prononcer mon nom, c'est chiant, enfin voilà. Et aussi il y a le fait que je suis une femme qui écrit de la fantaisie, et c'est bête, mais on a de plus en plus vu de femmes qui utilisent des initiales, J.K. Rowling, V. Schwab, C.S. Packer. Et à la création de mon compte Instagram, j'avais opté pour qui est le diminutif de Kelly Chris Cholet, qui est mon nom complet. Sauf qu'en fait, récemment, dans son podcast, Morgane, je te fais des petits coucous si tu passes par là, m'a appelé Cassé Cholet. Et c'est vrai que je me suis dit, en français, en français, c'est un petit peu moche. Moi, dans ma tête, c'était toujours Casey Cholet. Et du coup, je suis un petit peu mitigée. Ouais, je suis un petit peu mitigée. Avant, l'idée c'était d'utiliser Casey Cholet pour les genres plutôt de l'imaginaire et Kelly Cholet pour les contemporains, etc. par exemple. Je ne sais pas, je ne sais plus, mais j'avoue que voilà, c'est pas mes priorités. J'essaierai d'y penser dans un moment un peu plus opportun. C'est pas essentiel de savoir sous quel nom je vais écrire. L'important c'est que j'écris pour l'instant et c'est tout. Guys, on arrive à la fin de cette vidéo, j'ai été trop contente de la faire. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai trop hâte d'en refaire d'autres et de faire d'autres vidéos autour de l'écriture. Il y a un vlog qui se prépare. N'hésitez pas à me donner d'autres idées, même si j'en ai quelques-unes. Sur ce, on se dit à la prochaine pour je ne sais pas quelle vidéo, je ne sais pas quand. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Et puis, au revoir.